Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle émission d'Une page d'histoire. Aujourd'hui, nous consacrons notre émission à l'hôtel commercial et au manoir Hébert. Je reçois pour cette occasion Mme Cléo Baker qui vient nous en parler. Et je tiens à souligner que Mme Cléo Baker n'était pas assidue quotidiennement ou régulièrement de ce genre d'établissement, mais elle a accepté très gentiment de venir répondre à mes questions. Bonjour, Mme Baker. Bonjour, M. Tanguay. Ça me fait plaisir, même si je ne suis pas une experte du sujet. Je vais essayer de me guider par le bercail et je vais vous donner les renseignements nécessaires. Ça devrait bien aller. Oui. Si on va commencer avec l'hôtel commercial. D'accord. L'hôtel commercial était situé à quel endroit? L'hôtel commercial était situé sur la rue Notre-Dame, pardon, du côté nord, à l'intersection des rues, de la rue Sheridan. Notre-Dame-Sheridan. Sheridan, c'est une rue qui n'existe plus aujourd'hui. Mais si je peux vous situer un petit peu, si c'était dans le contexte, c'est passé la rue Smith, la rue Notre-Dame, en s'en allant vers la mine Belle. Okay. Alors, c'était à cette intersection-là. En quelle année a été construit l'hôtel? Bien, on situe cet événement au début du 20e siècle, parce qu'on parle des années 1897-1900, dans ces années-là. Qui était le propriétaire? Bien, dans le bercail, justement, le bercail, c'est la revue de la Société de généalogie d'histoire de la région de Thetford. Et dans le bercail de l'automne 2008, on parle il y a un article sur l'hôtel commercial et on mentionne que c'est M. J. Lessard. On ne mentionne pas son prénom, mais c'est J. Lessard qui était propriétaire de cet hôtel-là. Il avait également construit sa maison juste à côté de cet hôtel. Puis, c'est lui qui voyait là, au bon fonctionnement de l'établissement. Et en même temps, il était représentant de la compagnie ferroviaire qui s'appelait le Quebec Central Railway. Puis la gare était située juste en face de l'hôtel. Alors lui, ça devait lui faciliter la tâche parce que c'était directement en face de son hôtel. Et par le fait même, ça devait lui apporter des revenus parce que le train devait déverser un bon nombre de visiteurs là, qui allaient louer chez lui. Oui, il avait choisi son endroit pour construire son hôtel. C'était un homme qui était assez... qui devait être un bon homme d'affaires avec une bonne vision, puis avec toutes les qualités qui s'apprenaient dans ce temps-là pour ouvrir un hôtel. J'imagine que oui, parce que ça devait être ça devait être planifié. Oui, probablement qu'il avait le sens des affaires, M. Lessard. Exactement. Est-ce que M. Lessard demeurera toujours dans cette maison en même temps que l'hôtel, celle qui était construite à côté? Non. Quelques années après la construction de l'hôtel, de sa maison aussi, M. Lessard a déménagé dans une annexe avec sa famille, une annexe qui était du côté nord de l'hôtel. Et il a loué sa maison à la succursale locale de la Banque de Québec. On ne connaît pas ça aujourd'hui. J'imagine que si on va au centre d'archives de la région de Thetford, on va pouvoir relever plus de détails sur ça, parce que c'est intriguant. On connaît une autre banque qui s'appelle Banque de Montréal, mais Banque de Québec, ça devait être au début du siècle. Là. Probablement que c'est une banque qui a peut-être soit qui a fusionné avec une autre banque ou elle a fermé ses portes là, à un moment donné. Là. Ça serait intéressant à un moment donné de faire une recherche là-dessus. Là. On va mettre nos enquêteurs là-dessus. Tout à fait. Je compte sur vous, M. Tanguay. Pouvez-vous nous dire si l'hôtel commercial avait une bonne réputation? Bien, cet hôtel-là était très bien administré. Son ambiance qu'on qualifiait de familière et agréable était très appréciée là, des commis voyageurs qui y logeaient. Les commis voyageurs qu'aujourd'hui on appelle représentants. Et bien sûr, ils étaient très nombreux à cette époque, les commis voyageurs. Alors, ils descendaient du train, puis ils venaient loger chez M. Lessard, à l'hôtel commercial. Puis alors, les relations avec les employés par rapport aux propriétaires, c'était très cordial aussi. Ceux-ci, les employés, mais je devrais dire probablement celles-ci, parce que ce devait être en grand nombre, en majorité des femmes qui travaillaient à l'hôtel. Ils pouvaient se prévaloir de différents avantages
qu'on apprécierait probablement aujourd'hui. Je ne sais pas exactement le salaire qu'elle gagnait à cette époque, mais je crois que, qu'est-ce que je vais vous dire, ça venait relever ces revenus-là. Les employés pouvaient manger, avaient leur repas gratuitement. Ah oui. Gratuitement à l'hôtel. Et pour celles ou ceux qui restaient un petit peu plus loin, ils avaient aussi la possibilité de loger. Ils avaient des chambres réservées pour les employés. Alors, j'imagine que si je transfère ça dans le contexte d'aujourd'hui, ce serait de bons avantages sociaux. Oui. Et puis, pour avoir eu le témoignage d'une ancienne employée, la nourriture était excellente. Puis, la propreté y régnait aussi. Oui, en maîtrise, je dirais. Probablement que le propriétaire les considérait probablement ses employés féminins, probablement les masculins aussi, les petits peu qu'ils pouvaient avoir, là. Peut-être un peu plus, peut-être comme ses enfants, parce que si la plupart des gens qui venaient travailler, ça devait être des jeunes filles aussi qui venaient là, pour envoyer de l'argent dans leur famille. Puis ça fait que s'il y avait souvent ils commençaient à travailler jeunes aussi, des jeunes, les filles dans ce temps-là. Oui. Fait que probablement qu'ils considéraient un peu comme ses filles, ça fait qu'ils s'arrangeaient pour qu'ils soient bien traités, puis bien logés, puis fait qu'il y avait c'était des très bonnes conditions, comme vous disiez tout à l'heure, là. Oui, je dois dire que vous avez bien saisi, je crois, l'atmosphère du temps, parce que j'ai une belle-sœur qui a travaillé là, qui a commencé à travailler là à l'âge de 16 ans. Alors, c'était le contexte. Et oui, elle me disait que les patrons, incluant la femme de M. Lessard, c'était plus, à cette époque, ce n'était plus M. Lessard, c'était Monsieur Atto, mais je crois que ça s'est transmis au fil des années, cette atmosphère agréable-là. Et tout était cordial. C'était très intéressant. Oui, parce qu'on était dans une période où, comme je disais tantôt, les jeunes filles quittaient la maison. Ceux qui pouvaient quitter la maison, quittaient la maison souvent jeunes pour travailler, pour rapporter des revenus supplémentaires à la famille, étant donné que les familles étaient nombreuses à cette période du temps. Ça fait que ça devait être agréable de travailler pour ce M. Lessard-là. Oui, M. Lessard et l'autre propriétaire aussi. Et puis, j'imagine que c'est sûr que les jeunes, les enfants, dans cette période-là, apportaient un revenu aux parents. Alors, le fait qu'ils étaient logés et nourris, en plus, ils n'avaient même pas besoin ça augmentait le salaire. Ça augmentait le salaire et le revenu. Donc, le revenu pour retourner à la maison était plus élevé. Exactement. Dites-moi ce qui est arrivé à cet hôtel. Bien, vers les années 1955, l'hôtel et la maison qui avait appartenu à M. Lessard ont été achetés par les dirigeants de la Belle Asbestos Mine. Et en 1966, l'hôtel fut démoli. Et cependant, la maison a été aménagée pour les invités de cette compagnie minière. Souvent, ils avaient des invités qui venaient d'outre-mer, comme on disait, ou des États-Unis. Alors, ils avaient aménagé ça comme aujourd'hui, on dirait une auberge ou un bed and breakfast. Alors, ils recevaient ces gens-là dans cette maison-là. Puis aujourd'hui même, cette maison est située sur la rue du Golfe. Alors, il y a des photos qu'on va pouvoir vous montrer probablement là, tout au long de cette émission qui proviennent justement du centre d'archives de Thetford et qui vont vous montrer cette maison-là. Ça fait qu'elle a été déménagée? Elle a été déménagée, j'imagine que c'est en 1966 aussi qu'elle a été déménagée. Est-ce que c'est peut-être à cause de l'exploitation minière, peut-être qu'ils l'ont déménagée? Tout à fait possible, parce que tout est disparu dans ce coin-là, dans cette section-là. Vous dites que la rue Sheridan n'existe plus. Non. Probablement qu'aujourd'hui, la rue Sheridan, elle serait là, dans l'exploitation de la mine Belle. Oui. Probablement que la maison
a fait l'objet a été déménagé à cause de l'exploitation minière de la Belle. Oui, c'est sûr que c'est dans ce sens-là que ça a été fait, parce que la rue Sheridan, si vous voulez savoir où est-ce qu'elle se situait exactement, il y a un bottin qui a été fait par Mme Ghislaine Gervais de la Société de généalogie sur l'histoire des rues de Thetford, et vous allez retrouver dans un schéma sur un plan exactement où elle se situait par rapport à la rue Notre-Dame. Nous allons passer maintenant au manoir Hébert, Oui. parce qu'on avait moins d'un petit peu de renseignements au sujet de l'hôtel commercial. Dommage qu'on ait eu moins de renseignements, parce qu'on aurait peut-être pu faire une mission complète sur l'hôtel commercial puis une sur le manoir Hébert, étant donné qu'il y a sûrement eu beaucoup de choses qui sont produites à l'hôtel commercial, des gens qui sont peut-être des gens célèbres qui sont venus à l'hôtel commercial dont on ignore la présence aujourd'hui parce qu'on n'a pas aucun document qui nous relate ce fait-là. Non. Mais on va en savoir un peu plus sur le manoir Hébert. Exactement. On va essayer, en tout cas. Parlez-moi un peu de M. Salomon Hébert, qui a été le premier propriétaire de l'hôtel. Oui, M. Salomon Hébert est né le 3 octobre 1869 dans la paroisse Sainte-Claire. On ne mentionne pas où est la paroisse Sainte-Claire, mais on peut supposer que c'est Dorchester ou Bellechasse, peut-être aujourd'hui. Là. Alors, on suppose que c'est ça, parce qu'il est arrivé à Thetford à l'âge de 18 ans. Alors, c'est le début de M. Hébert à Thetford. Il est arrivé par le train. Le train passait par la ligne jusqu'à Sherbrooke, probablement qu'il a passé, il a pris le train. Il venait peut-être travailler comme dans les mines aussi, on ne sait pas, là. Non? Peut-être, mais je pense qu'il avait déjà... quand il est venu à Thetford, mon Dieu, en 1869, pas en 1869, parce qu'il est né en 69, un petit peu plus tard, une vingtaine d'années plus tard, disons. Il était déjà propriétaire d'un hôtel qui s'appelait l'Hôtel Central. Et à la suite, il a décidé de vendre cet hôtel-là. Puis quand il a vu qu'il y avait un terrain vacant qui était à vendre, le terrain vacant se situait coin des rues Notre-Dame et Saint-Alphonse. Alors, il a décidé de s'emporter acquéreur. Et comme il avait vendu son autre hôtel, l'Hôtel Central, il a décidé d'en construire un autre hôtel. Alors, cet achat-là a eu lieu en 1921. Tout le monde sait où était situé le manoir Hébert. Le coin Saint-Alphonse, Notre-Dame, là. Il n'y a pas personne, ni les gens de la région, qui n'ont pas eu une fois à passer devant, ou peut-être entrer, même les plus vieux d'entre nous ont peut-être entré, là. Exact. Ont peut-être entré dans ce hôtel-là, mais tout le monde connaît le manoir Hébert, comme on l'appelait. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant où était situé le manoir Hébert, parce que moi, je suis partie de Thetford à l'âge de 18 ans, puis je connaissais le manoir Hébert. L'ouverture officielle du manoir Hébert, c'est en quelle année? Alors, l'ouverture officielle du manoir Hébert, parce qu'il s'appelait manoir Hébert en l'honneur de son premier propriétaire, qui était M. Salomon Hébert, l'ouverture officielle s'est faite le 1er janvier 1922. Mais vous vous rappelez que ça a été acheté en 1921, l'ouverture officielle en 1922, mais M. Hébert n'a pas pu jouir très, très longtemps de son acquisition parce qu'un an après, à peine après, parce qu'il est décédé le 5 mars 1923. Alors, seulement un an après l'acquisition. Alors, il n'a pas pu en profiter. Même si le nom s'est perpétué, c'est pas lui qui a été le propriétaire le plus longtemps, de toute façon. Tout à fait. Qui fit l'acquisition du manoir après le décès de M. Hébert? C'était M. Alphonse Blais, qui était propriétaire du magasin général. Je pense que le fameux Alphonse Blais, connu aussi dans la région. Exactement. Je pense qu'il n'y a personne qui a jamais entendu parler de M. Blais, soit qu'il l'ait connu ou soit qui... Juste le nom, on sait que c'était le propriétaire du magasin général. Alors, c'est lui, M. Blais, qui l'a acheté. Et puis, il en est demeuré propriétaire jusqu'en 1932. Et en 1932, M. Blais a vendu le manoir Hébert à un de ses employés qui travaillait au magasin général, qui est un M. Albert Cloutier. Et M. Cloutier était le gendre du premier propriétaire, M. Salomon Hébert. Alors, on peut dire que ça se perpétuait dans la famille. C'est ça, il y a eu une petite parenthèse, probablement, parce que quand au décès de M. Salomon Hébert,
Vu qu'il est décédé, il devait être, les enfants n'étaient pas assez vieux, il n'y avait pas personne pour prendre la relève. On peut Il avait peut-être fait un... il ne pouvait pas l'avoir fait parce que peut-être, on ne sait pas de quelle façon il est décédé. Non. Avec M. Blais, dire à M. Blais, quand mes enfants seront rendus majeurs, j'aimerais que le manoir revienne entre leurs mains. En tout cas, peut-être qu'il ne l'a pas fait, peut-être qu'il l'a fait, on ne sait pas. Mais de toute façon, c'est ce qui est arrivé. C'est revenu là, dans la famille Hébert par le genre de M. Cloutier. Exactement. C'est une supposition qui est plausible. Dans la période où M. Cloutier est propriétaire, quel changement il a apporté à l'édifice? En 1955, M. Cloutier a apporté plusieurs changements. Soit il a ajouté une dizaine de chambres, déjà, et il a fait poser des briques sur le mur extérieur. On se souvient, vous allez voir dans les photos, c'est un extérieur fait de bois. Et alors, il a fait poser des briques. Qui ne se souvient pas du mur de briques du manoir Hébert? Puis, il a fait disparaître la galerie avant parce qu'il y avait une galerie comme située au 2e étage. Et il a fait disparaître cette galerie-là. Alors, c'était des changements assez importants aussi. Tout comme l'hôtel commercial, on parlait tantôt, le manoir Hébert, c'est un endroit de prédilection quand on séjournait à Thetford. Quel genre de personnes s'y arrêtaient? Bien, c'était aussi les voyageurs de commerce dont on a parlé tout à l'heure. Les représentants qu'on nomme aujourd'hui. Il y avait également quelques pensionnaires qui logeaient à l'année longue. Ça arrive souvent dans des hôtels comme ça. Il y a des pensionnaires, des gens seuls. Alors, au lieu d'aller rester dans un logement, comme un peu, je dirais, l'ancienne lieutenant-gouverneur au Château Frontenac. Ouais. Alors, il y avait aussi des réceptions de mariage, beaucoup de réceptions de mariage qui se tenaient là, au manoir Hébert, entre autres. Oui, c'était un endroit, il était bien situé. L'église Saint-Alphonse était juste était de biais avec le manoir. Les gens n'avaient même pas besoin souvent de reprendre l'auto. Des fois, ils pouvaient traverser à pied quand le temps le permettait, ou on pouvait faire un cortège puis traverser tout de suite au manoir pour la réception. Pourquoi pas, hein? Ça devait être très beau. Le cortège, c'est une belle image que vous avez. Oui, c'est une belle image. Oui. Parlez-moi des personnages importants qui ont fréquenté, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui ont fréquenté ce manoir-là. Oui, il y avait le député libéral du comté de Mégantic à cette période, qui était M. Lauréat Lapierre. Lui, il demeurait là à chaque fois qu'il venait dans la région de Thetford. Fait à noter, c'est qu'il possédait une maison à Thetford, mais il préférait s'en aller à l'hôtel Manoir Hébert. Alors... On n'élaborera pas plus sur le sujet. On ne sait pas dans quelles circonstances M. Lapierre préférait aller au manoir Hébert. Je ne sais pas, mais j'imagine qu'il était très bien reçu. Oui, probablement. Oui, il devait être... C'était le député, puis il a été ministre à un moment donné aussi. Exactement. Ça fait qu'il devait être bien reçu là, par les gens du manoir. Et puis, parmi les plus célèbres dont on peut nommer, c'est M. Maurice Duplessis. Il y a eu René Lévesque également M. Lévesque. Il y avait aussi plusieurs juges qui venaient pour des procès ici à Thetford qui logeaient au manoir Hébert à cette période-là. Après 43 ans comme propriétaire, M. Albert Cloutier a pris sa retraite. Il a été plus longtemps propriétaire que son beau-père. Exactement. Qui devient propriétaire alors du manoir? M. Cloutier a pris sa retraite en novembre 1975. Et en 1976, 3 messieurs qui ont fait l'acquisition. Il s'agit de M. Jean-Claude Lisée, qui était un homme d'affaires, M. Michel Roy, qui était courtier en immeubles, et M. J. Maurice Roy, qui était également courtier en immeubles, qui sont devenus les nouveaux propriétaires. Eux ont effectué des rénovations très importantes, là, on peut situer ça entre 75 000 et 100 000 $ qui étaient dans les années 76, là, il y a 35 ans et plus, assez important comme montant. Et puis, ils étaient rendus à 41 chambres à cette période-là. Et c'est monsieur qui a fait la décoration, c'est M. Jacques Fugère, que nous connaissons bien comme artiste peintre et photographe et autres, qui était responsable de cette décoration-là.
avec l'aide de M. Marc Gagné, qui était le propriétaire de Beaumont éventuellement. Et on peut voir juste dans le hall d'entrée, par les photos, comment c'était beau. Là. Il y avait mis des couleurs bleues et c'était magnifique. Oui, ça devait être un très bel établissement dans les années où ça fonctionnait, ou qui... à plein régime, ce qu'on peut dire. Là. Tout à fait. Ça, la décoration, si on se pense ce qu'on dit, c'était M. Fugère, M. Gagné qui avait fait la décoration. Les gens devaient avoir un bon coup d'œil quand ils rentraient à l'intérieur du... Exactement. À l'intérieur du manoir. C'était magnifique. C'était magnifique. Oui. En 1980, le manoir Hébert a cessé ses opérations. Oui. Pouvez-vous nous parler dans quelles circonstances s'est produite cette fermeture? Bien, en 1980, c'est M. Constantino Ballas qui est le propriétaire. Et le 25 août, vers 4 heures du matin, il y a un incendie qui s'est déclaré. Il s'était mentionné que c'était criminel. Alors, ça s'est déclaré au 2e étage. Et comme les dommages étaient très importants, le service d'urbanisme a émis un permis de démolition. Et le 21 septembre 1980, le manoir a terminé ses beaux jours sous le pic des démolisseurs. Probablement au grand regret de plusieurs personnes de la ville qui ont sûrement versé une petite larme de voir cet établissement fermer ses portes. Surtout peut-être plus quand il était question de la taverne qui était située sur la rue l'entrée était située sur la rue Saint-Alphonse, qui a fait les beaux jours à un moment donné. Il y a eu s'est produit plusieurs événements. Il y a eu plusieurs choses qui sont produites des spectacles de tout acabit, on pourrait dire, qu'on n'a pas besoin de mentionner, que tout le monde sont au courant de les genres de spectacles qu'il y avait dans cette... il y a sûrement des gens qui ont eu un petit peu de nostalgie là, quand ils ont vu le feu, premièrement, puis quand ils ont eu l'hôtel à se démolir. Là, Oui, je suis certaine de ça. Puis vous parliez du bar-taverne. Dans le temps d'une taverne, les femmes n'avaient pas accès, vous savez. Alors, c'était beaucoup plus tard, dans les années presque 80, je crois que... C'était le bon temps, qu'est-ce que vous voulez? Si vous le dites, je vais vous croire. Parce que on peut parler de la taverne, mais on peut dire aussi du manoir dans le temps de M. Cloutier, si ma mémoire est bonne, qu'il a établi le club Rotary, c'est lui qui a établi alors, dans ces années-là. Et également, il y avait plusieurs clubs sociaux qui fréquentaient, pas la taverne, là, mais qui fréquentaient le manoir Hébert. On peut mentionner ça aussi. Peut-être après les réunions de ces clubs-là, c'était les hommes, en fin de compte, qui faisaient partie de ces clubs la plupart. C'était plus des clubs il y avait un penchant féminin, mais disons le penchant masculin du club allait peut-être prendre une petite consommation au manoir après leur réunion, ou ils tenaient peut-être dans une des salles du manoir de réunion avant d'avoir leur propre établissement. C'est encore des possibilités. Hein? C'est très, très possible, oui. Puis c'était effectivement beaucoup plus souvent les hommes. Oui. Alors, ils se réunissaient entre copains, là, je suppose. Oui, puis la façon où c'était situé la taverne, les mineurs qui travaillaient soit à Minking ou à la Belle, quand ils passaient après leur journée de travail, pouvaient arrêter des fois avant de rentrer à la maison pour souper, prendre une petite bière là, entre gars, parler un peu de ce qui s'était passé dans la journée, puis un peu se raconter des choses. J'imagine que ça va rappeler des bons souvenirs à plusieurs personnes, plusieurs personnes, mais par la suite, c'est devenu un bar. Et dans le temps des spectacles, là, c'est sûr, moi, je me souviens, ma famille, on s'était comme réunis là après le Petit Caribou. Ouais. On est allé voir un spectacle. Alors, chacun va faire surgir des souvenirs à notre mémoire, là, c'est certain. Oui, c'était un endroit de prédilection durant cette période. Le manoir Hébert était assez longtemps en activité que tout le monde est allé un jour ou l'autre. Les personnes qui ont plus de, disons, 50 ans et plus, sont allées au moins une fois dans leur vie au manoir Hébert, soit dans la taverne, soit à la salle en haut, là, avec soit un mariage ou peu importe l'événement. Là. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si on peut revenir un peu sur le prix des chambres pour donner une comparaison. En 1921, dans le temps de M. Hébert,
ça donnait, une chambre se louait 1,50 $. Et par comparaison, en 1932, c'était rendu à 2 $. L'inflation, oui. c'est vous. Et en 1975, le prix variait entre 8 et 10 $. Oui, si on compte par rapport au coût de la vie de l'époque puis au salaire qu'il y avait à cette période-là, c'était le prix, qui devait être là, raisonnable pour que les gens puissent séjourner là. Exactement. Il y avait, en 76, vous m'avez dit qu'il y avait combien de chambres? On a mentionné qu'il y avait 41 chambres en 76. Alors, je suppose que c'était en 1900... Quand il a été démoli, j'imagine que c'était le nombre de chambres qu'il y avait encore. Oui. Et puis, on peut dire peut-être quelle entreprise aujourd'hui est sur le site du manoir Hébert. S'il y en a des fois qui ne savent pas exactement où était situé le manoir Hébert, au coin de la rue Notre-Dame et Saint-Alphonse, aujourd'hui, c'est une station-service avec des dépanneurs qui occupent le terrain de cet hôtel-là. Ça, c'est pour les plus jeunes. C'est pour les plus jeunes qui n'auraient pas la nostalgie. Qui n'auraient pas connu, là. Sûrement qu'ils se disent, là, j'aurais aimé ça, avoir vécu dans ces années-là pour pouvoir aller au moins une fois au manoir Hébert, aller dans ce lieu de rencontre qui était fréquenté par bien des gens de la population de Thetford. Oui, c'était très, j'imagine, très agréable. Sûrement, après l'émission, les gens qui vont le regarder, là, peut-être le monsieur et la madame, là, ils vont peut-être avoir des souvenirs qui vont dire « Ah oui, on est allé là, notre première rencontre, on est allé là à notre mariage. » Exactement. Exactement. La femme va peut-être dire à son mari « Tu allais prendre une bière avant d'entrer, d'en venir travailler, tu me disais pas. » Ou ils vont se remémorer, si dis bien, des bons souvenirs, là, des fois, là, par rapport à cet établissement. Oui. Puis, si je peux me permettre, peut-être de relancer le centre d'archives de Thetford, de la région de Thetford, pour aller voir s'il y en a qui veulent avoir des photos, des textes, des fois qui peuvent leur relater cette période-là. Je pense qu'ils vont être très heureux de vous accueillir. Je vous remercie, Mme Baker. C'était très agréable de vous recevoir et très intéressant. Pour les plus jeunes d'entre nous, ça nous a fait découvrir ces deux établissements. Pour les plus vieux, ça les a rappelé des souvenirs. Ça fait que... ça m'a fait plaisir. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre page d'histoire.